Bill Clinton est un des présidents préférés des Américains. Il faut dire qu'il a eu beaucoup de chance, Bill Clinton. D'abord une chance d'un point de vue économique, puisqu'il a profité, bien sûr il arrive au pouvoir en 92 avec effectivement un bilan économique très mauvais de la part de George Bush, le père, qui avait dû augmenter les impôts alors qu'il avait promis qu'il ne le ferait jamais, et donc ça l'a porté au pouvoir. Et puis après, en revanche, il a eu de la chance, puisqu'il a profité de tout ce qu'on appelle la net économie. Vraiment l'économie, Yahoo, Google, etc. dans ces années-là commencent à prendre leur envol. C'est la grande année, la grande période des startups. Les déficits publics sont remboursés, la dette commence à se réduire, c'est assez extraordinaire. On arrive au plein emploi, ce qu'on appelle la Great Job Machine. La machine à créer de l'emploi aux États-Unis, elle fonctionne à plein. Et donc Bill Clinton est un peu le président de l'âge d'or économique de l'Amérique. En plus, il a de la chance puisque la bulle va exploser alors qu'il aura quitté la Maison Blanche. Donc finalement, il a un bilan économique très flatteur, au point d'ailleurs que, vous me demandiez son poids dans la vie politique, au point d'ailleurs en 2012, il a pu décerner un bon point au programme économique de Barack Obama, un mauvais point au programme économique de Mitt Romney, et ça a joué un rôle essentiel au moment du début de la campagne présidentielle. C'est vraiment une voix qui porte. Et puis d'un point de vue géopolitique, les années Clinton, c'est quand même des années exceptionnelles. La période dite d'hyperpuissance, puisque quand il arrive au pouvoir, l'URSS vient de s'effondrer, le Japon économiquement aussi, c'est une Amérique seule au monde qui peut réaliser son ambition, et c'est les mots même de Bill Clinton, to shape the world, de façonner le monde à son image en s'appuyant sur les autres qui n'ont pas encore la capacité de s'opposer aux États-Unis, mais qui ont suffisamment de poids pour aider les États-Unis. Et donc c'est une période un peu enchantée pour les Américains, qui interviennent un peu partout dans le monde, mais sous couvert soit de l'OTAN, soit de l'ONU, c'est-à-dire en partageant, c'est l'un des grands mythes américains, un des grands objectifs de la politique étrangère, en partageant le fardeau de la défense de leurs valeurs, du monde libre et de leurs valeurs, que ce soit à Haïti, que ce soit même en ex-Yougoslavie, en frappant notamment Belgrade à la fin des années 90. Voilà à peu près l'image qu'on peut avoir, même si le bilan politique aujourd'hui a été largement détricoté. Notamment, il y a eu beaucoup de législation pour limiter le port d'armes qui ont ensuite été détricotées par son successeur à la Maison-Blanche, George Bush. Donc d'un point de vue purement pragmatique, il ne reste pas grand-chose en réalité des années Clinton à la Maison-Blanche, mais il reste une image qui joue un rôle essentiel aujourd'hui et qui offre un souffle et un espoir considérable pour Hillary, puisque en 92, Bill avait fait campagne autour d'un slogan inofficiel, officieux, qui était « Vous aurez 2 Clinton pour le prix d'un à la Maison-Blanche ». Aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose qui sera aussi utilisé par Hillary. En tout cas, c'est quelque chose d'important dans la tête des Américains que d'espérer peut-être qu'un jour offrir un jour à Bill Clinton ce qui est impossible d'un point de vue constitutionnel, à savoir un 3e mandat. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, la grande question n'est pas tellement de savoir si Hillary sera candidate, et ce n'est pas même de savoir si elle gagnera l'investiture démocrate. Tous les sondages montrent que l'investiture démocrate, et c'est d'ailleurs assez rare et assez unique dans l'histoire présidentielle américaine, que de voir avant une élection ouverte, puisque celle de 2016 sera ouverte, il n'y aura aucun président sortant qui se présentera, de voir, et regardez comment ça se passe chez les républicains où c'est beaucoup plus serré, de voir une candidature avec une telle avance dans les sondages. Alors on va dire les sondages ne sont qu'à un moment donné, et puis peut-être que finalement ils vont se retourner, mais ça veut aussi dire que c'est une période où Hillary Clinton amasse beaucoup d'argent déjà, qu'elle a un super PAC avec elle, et donc on sait bien qu'aux États-Unis, l'argent c'est aussi le nerf de la guerre. Donc les chances d'Hillary Clinton d'être la candidate de son parti est unique, ce qui d'ailleurs serait une première dans l'histoire américaine, puisque autant des femmes se sont déjà présentées, Hillary elle-même, autant aucune femme n'a jamais obtenu l'investiture de son parti. La question après sera, est-ce qu'elle est capable de remporter l'élection présidentielle américaine? Là c'est une autre question, et ça on en reparlera en temps voulu. Elle annoncera probablement sa candidature au début de l'année 2015, elle a dit peu de jours après le 1er janvier. Quant à l'autre question, à savoir celle de comment est-ce qu'on devient une personnalité politique quand on a été la femme d'eux, en fait c'est parce qu'elle n'a jamais été la femme d'eux uniquement. Elle a toujours eu une ambition politique. Hillary Clinton, quand elle est arrivée à la Maison Blanche en 92, elle a porté, alors ça a été un échec, mais elle a porté la réforme de santé, elle s'est installée dans l'aile ouest. C'est pas la première dame qui tout d'un coup se réveille un matin en disant ça y est, je veux faire de la politique. Tout le monde sait que Hillary Clinton a toujours porté des projets politiques, elle a toujours été un conseiller politique de son mari. Et puis après, elle s'est lancée très vite, puisque vous savez, c'est un moment amusant, puisque pendant quelques semaines, elle a été à la fois première dame et sénatrice de New York. C'était la première fois dans l'histoire présidentielle américaine, dans l'histoire américaine politique, que vous aviez une ancienne première dame, qui n'est même pas encore ancienne d'ailleurs, une première dame qui avait une fonction élective, puisqu'elle était élue du Sénat des États-Unis, ce qui est quand même l'une des 100 personnalités les plus fortes et les plus importantes du pays. Donc
C'est très important. Et puis ensuite, elle s'est lancée, après 2 mandats au Sénat, elle s'est lancée en 2008 dans la présidentielle. Il lui manquait certainement une expérience internationale, hein, qui l'affaiblissait. Et du coup, elle a choisi, elle a accepté la proposition de Barack Obama de devenir secrétaire d'État. Elle l'a été pendant un mandat entier. Et donc maintenant, elle a vraiment sa vraie identité politique, sa vraie carrière politique, sa vraie expérience politique. Et personne ne voit en elle la femme de Bill Clinton. C'est presque l'associée de Bill Clinton. Cette coprésidence des années 92 à 2000, aujourd'hui, la porte. Et elle a un peu, quand même, en face d'elle, enfin, elle a dans son background, dans son expérience, à peu près tout ce qu'il faut. Elle ne l'avait pas en 2008. Très, très important ça, je crois. En 2008, il lui manquait l'expérience internationale. Et du coup, comme il lui manquait, elle a surjoué l'expérience internationale et elle n'a pas voulu jouer sa carte de féminité de femme. Elle a refusé obstinément de le faire, alors qu'en face, Barack Obama jouait la carte largement de son identité. Même voyant Obama s'envoler, elle a refusé de le faire. Maintenant, on le sait bien, en plus elle a publié ses mémoires de secrétaire d'État, c'est pas par hasard aussi longtemps avant. La question de l'expérience, elle est maintenant acquise. Elle est commander-in-chief, un commandeur en chef potentiel. Elle va pouvoir capitaliser sur son image de femme, ce qu'elle n'a pas pu faire en 2008, et ça c'est une des clés de la campagne à venir. L'enjeu principal de l'élection de mi-mandat, c'est clairement la perte du contrôle du Sénat par les démocrates, qui l'ont depuis qu'Obama est à la Maison-Blanche, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs beaucoup de blocages, hein, parce que les républicains avaient la Chambre des représentants. Alors effectivement, aujourd'hui, hein, au moment où je vous parle, il y a très peu de chances que le Sénat reste dans l'escarcelle des démocrates. Alors c'est important, Hillary Clinton fait une campagne très intense. Elle va soutenir les candidats dans des États dits swing states, dans des États un peu compliqués. Il y en a 5 à 6 à peu près qui peuvent faire basculer. Il y a aujourd'hui 45-55, donc ça peut basculer très facilement. Et on sait aujourd'hui qu'il y a un petit nombre d'États qui sont vraiment très tendus. Et c'est dans ces États-là qu'Hillary Clinton se rend énormément. Elle fait profiter de son argent. Pourquoi ? D'abord parce que ça serait un Sénat qui lui serait favorable lors d'une éventuelle campagne en 2016. Et puis, voilà, on sait bien que les gens qu'elle aura aidés, les gens qu'elle aura soutenus, c'est des gens qui la soutiendront en 2016. Et on sait que c'est extrêmement important lors des primaires d'avoir avec soi le gouverneur de l'État, quand c'est la campagne finale, mais surtout lors des primaires, d'avoir les sénateurs, qui sont des gens qui peuvent vraiment porter, qui présentent souvent un candidat, qui peuvent donner leur appui à un candidat. Et c'est très important pour Hillary d'avoir ces gens-là avec elle. Donc Bill aussi fait campagne, Bill et Hillary sont très présents, plus d'ailleurs que Barack Obama, qui est plutôt considéré comme un épouvantail et qu'on ne veut pas trop avoir avec soi dans les États les plus tendus parce que il n'est pas très populaire aujourd'hui. En revanche, Hillary est très populaire dans le Parti démocrate et elle joue un rôle important et c'est bien la preuve qu'elle n'a qu'une idée en tête, c'est de se lancer en 2016. Sinon, elle ne ferait pas une telle campagne aujourd'hui lors des élections de mi-mandat. Quant aux enjeux politiques des élections de mi-mandat, c'est en fait la fin du mandat, la fin de la présidence d'Obama qui est en train de se jouer. On sait bien que s'il perd la majorité au Sénat, on va vers des blocages d'autant plus forts que s'il met son veto à des lois votées par le Congrès républicain, le Congrès républicain n'aura pas les 2 tiers de sénateurs suffisants pour outrepasser le veto présidentiel et on risque d'aller vers un blocage. Souvent, c'est un peu comme ça que ça se finit, hein. Ce qu'on appelle le lame duck presidency, une présidence un peu de canard boiteux, ça finit un peu mal, ça finit sans beaucoup d'action politique et les grands chantiers type loi sur l'immigration risquent bien d'être enterrés dans la fin de ce mandat de Barack Obama qui conservera tout de même des marges de manœuvre en politique étrangère. Ça, il y a toujours une capacité d'action pour le président, mais en politique intérieure, on va vers des blocages et peut-être même vers des blocages budgétaires. Ça sera les enjeux des derniers mois, voire si les républicains pensent que la stratégie de blocage est efficace, c'est loin d'être certain quand on se souvient de ce qui a pu se passer dans l'histoire.